En l'automne de 1867, dans le village reculé de Thornwick, dans le Yorkshire, il se produisit un événement qui allait remettre en question tout ce que la société victorienne croyait sur la famille, le dévouement et la nature même du mal. C'est l'histoire documentée dans les archives judiciaires de la cour de la couronne de York, des témoignages archivés qui révèlent l'un des cas les plus troublants de l'histoire criminelle. Le domaine des Blackwood se trouvait sur les landes balayées par le vent, aux abords de Thornwick, une famille d'agriculteurs prospères, connue pour sa piété et sa respectabilité. Thomas Blackwood, un propriétaire terrien respecté, y vivait avec sa femme Elizabeth et leurs 3 enfants. Ce qui se passa ensuite allait briser non seulement cette famille, mais aussi les fondements mêmes de notre compréhension de la nature humaine. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est déroulé entre ces murs de pierre, nous devons d'abord comprendre le monde qui a façonné Margaret Blackwood, âgée de 16 ans. Mais avant de plonger dans ce cauchemar, laissez un commentaire en bas et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires qui donnent des frissons, appuyez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous voudrez être notifié quand le prochain sortira. Maintenant, commençons. Thomas Blackwood, âgé de 43 ans, était l'une des figures les plus respectées de Thornwick, un homme dont les mains burinées avaient bâti une modeste fortune sur la terre impitoyable du Yorkshire. Sa femme Elizabeth, 38 ans, possédait la force tranquille qui définissait les femmes de sa génération, gérant les affaires du ménage avec la même précision méthodique qui avait séduit Thomas 20 ans auparavant, lors de leurs fiançailles. Leur fils aîné, James, 14 ans, promettait d'hériter du sens des affaires agricoles de son père, tandis que Mary, âgée de 12 ans, montrait la douce disposition de sa mère et son dévouement aux tâches ménagères. Mais c'était Margaret, âgée de 16 ans, qui attirait le plus l'attention au sein du foyer Blackwood, une jeune fille dont la maturité inhabituelle et le dévouement indéfectible au bien-être familial lui avaient valu la réputation de fille parfaite dans tout le village. Margaret Blackwood possédait une capacité presque surnaturelle à anticiper les besoins de sa famille. Se levant avant l'aube pour préparer le petit déjeuner, s'occupant des tâches ménagères avec une attention méticuleuse aux détails, et faisant preuve d'une connaissance encyclopédique des remèdes populaires et des préparations à base de plantes qui impressionnaient même les femmes les plus âgées du village. Ses yeux bleu pâle, encadrés de cheveux auburn habituellement attachés en un chignon sévère, semblaient tout observer avec une intensité que certains trouvaient troublante, bien que la plupart l'attribuassent à sa nature sérieuse et à son profond sens des responsabilités. La jeune fille avait endossé le rôle de gardienne de la famille, une position qui lui conférait une autorité inhabituelle sur la préparation des repas, l'administration des médicaments et le bien-être général de chaque membre de la famille. Thomas faisait souvent remarquer à ses voisins que Margaret possédait une sagesse bien au-delà de son âge, en particulier en matière de santé et de guérison, des compétences qu'elle prétendait avoir apprises dans les journaux de sa grand-mère maternelle. Elizabeth louait fréquemment le dévouement de sa fille, notant comment Margaret veillait lors de maladies bénignes, préparant des bouillons spéciaux et des tisanes avec des recettes qu'elle gardait jalousement, affirmant qu'il s'agissait de secrets de famille transmis de génération en génération. La routine du foyer tournait autour de l'orchestration minutieuse de Margaret, des repas du matin qu'elle préparait avec une précision scientifique aux tisanes du soir qu'elle infusait pour la constitution particulière de chaque membre de la famille. Les voisins observaient parfois Margaret dans le jardin familial, cultivant des herbes avec une attention quasi rituelle aux détails, ses mouvements délibérés et déterminés alors qu'elle récoltait les plantes à des moments précis de la journée selon des principes qu'elle disait essentiels à leur propriété médicinale.
Ce qui frappait certains observateurs comme étant particulier était le manque d'intérêt apparent de Margaret pour les occupations typiques des filles de son âge, ne montrant aucune inclination pour les fréquentations, les réunions sociales ou les activités futiles, se consacrant au contraire entièrement à ce qu'elle décrivait comme son devoir sacré de préserver la santé et le bonheur de sa famille. Plus troublant encore, rétrospectivement, était le sang-froid déconcertant de la jeune fille en temps de crise. Sa capacité à rester parfaitement calme alors que les autres paniquaient, et l'étrange satisfaction qui semblait vaciller sur ses traits chaque fois qu'on avait le plus besoin d'elle. Le 15 octobre 1867, Thomas Blackwood se réveilla avant l'aube, avec ce qu'il prit d'abord pour une indigestion, un mal assez courant pour un homme qui avait passé des décennies à consommer les repas lourds et pratiques du Yorkshire rural. Mais ce qui avait commencé comme une légère gêne à l'estomac s'intensifia rapidement pour devenir quelque chose de bien plus sinistre, une cascade de symptômes qui allait déconcerter le corps médical local et marquer le début de la descente aux enfers de la famille Blackwood. En milieu de matinée, Thomas était plié en deux par la douleur. Son visage buriné déformé par de violents spasmes qui lui déchiraient l'abdomen avec une fréquence et une intensité croissantes. La douleur, selon le témoignage ultérieur d'Élisabeth, semblait se déplacer dans son corps par vagues, chaque poussée étant accompagnée de haut-le-cœur incontrôlables qui ne produisaient que de la bile et une écume teintée de sang. Margaret, manifestant l'inquiétude dévouée qui avait toujours caractérisé son attachement au bien-être familial, prit immédiatement en charge les soins de son père, préparant ce qu'elle décrivit comme un bouillon reconstituant spécial conçu pour calmer son estomac et soulager ses souffrances. Tout au long de la journée, alors que l'état de Thomas se détériorait avec une rapidité alarmante, Margaret conserva un calme quasi surnaturel, se déplaçant entre la cuisine et la chambre du malade avec l'efficacité d'une infirmière qualifiée, administrant des doses soigneusement mesurées de remèdes à base de plantes et surveillant ses symptômes avec un détachement clinique. Le médecin de famille, le docteur Whitmore, arriva ce soir-là pour trouver Thomas en proie à de violentes convulsions, son corps secoué par des spasmes qui semblaient provenir du plus profond de lui-même, les muscles se contractant avec une telle force qu'Elizabeth et James durent le maintenir pendant que Margaret poursuivait ses soins. Plus troublante encore était la nature particulière des symptômes de Thomas, qui ne semblaient suivre aucun schéma reconnu par les connaissances médicales de l'époque, se manifestant par une combinaison de troubles digestifs, de dysfonctionnements neurologiques et d'une faiblesse progressive que le docteur Whitmore décrivit plus tard comme « sans précédent en 30 ans de pratique ». Pendant toute la nuit, Margaret ne quitta pas le chevet de son père, lui offrant des gorgées de son thé spécialement préparé et appliquant des compresses froides avec la tendresse d'une fille dévouée, ses yeux pâles ne reflétant qu'une inquiétude sincère et un amour filial. Thomas Blackwood mourut à l'aube du 16 octobre, exactement 24 heures après l'apparition des premiers symptômes, ces derniers instants marqués par une série de convulsions si violentes qu'elles laissèrent des ecchymoses sur ses bras suite aux tentatives de Margaret pour le retenir. Le docteur Whitmore, incapable d'identifier une cause définitive du décès et notant la progression rapide des symptômes, enregistra finalement la mort de Thomas comme résultant d'une détresse gastrique aiguë d'origine inconnue, un diagnostic qui ne satisfit ni la famille ni le nombre croissant de villageois qui avaient été témoins de la rapidité inexplicable de son déclin. Le chagrin de Margaret parut tout à fait approprié aux circonstances, marqué par des larmes silencieuses et une contenance digne qui impressionna tous ceux qui l'observèrent pendant les préparatifs des funérailles, bien que certains se souvinrent plus tard d'une satisfaction quasi imperceptible dans ses manières chaque fois que des voisins louaient les soins dévoués qu'elle avait prodigués à son père durant ces dernières heures.
3 semaines après les funérailles de Thomas Blackwood, le 7 novembre 1867, Elizabeth Blackwood se réveilla avec la même détresse gastrique inexplicable qui avait emporté son mari, une coïncidence si remarquable qu'elle serait plus tard décrite par les autorités chargées de l'enquête comme le plus cruel des coups du sort ou quelque chose de bien plus sinistre. Les symptômes se manifestèrent avec une familiarité terrifiante. La légère gêne initiale s'intensifiant rapidement en une douleur abdominale atroce, suivie des mêmes hauts-le-cœur violents et de la même faiblesse progressive qui avaient caractérisé les dernières heures de Thomas. Margaret, qui avait assumé de plus grandes responsabilités ménagères depuis la mort de son père, reconnut immédiatement les signes et prit une fois de plus en charge les soins de la malade, avec le même dévouement indéfectible qui avait marqué ses soins à Thomas. Le docteur Whitmore, appelé d'urgence au domaine des Blackwood, arriva pour trouver Elizabeth dans un état remarquablement similaire à celui de son défunt mari, présentant le schéma identique de troubles digestifs et de symptômes neurologiques qui l'avaient déconcerté quelques semaines plus tôt. Ce qui troubla le plus profondément le médecin ne fut pas seulement la similitude des symptômes, mais leur chronologie et leur progression précise, comme si une force malveillante reproduisait méthodiquement les circonstances exactes de la mort de Thomas. La réaction de Margaret à la maladie de sa mère fit preuve de la même efficacité clinique qu'elle avait montrée lors des soins prodigués à son père, préparant les mêmes remèdes à base de plantes et maintenant la même présence vigilante à son chevet. Ses yeux pâles reflétant d'un sang-froid que certains observateurs décrivirent plus tard comme presque contre nature, étant donné les circonstances. Tout au long de la détérioration de l'état d'Élisabeth, qui suivit la même chronologie de 24 heures que celle du déclin de Thomas, Margaret administra ses bouillons et tisanes spécialement préparés avec une dévotion religieuse, ne faiblissant jamais dans sa détermination à soulager les souffrances de sa mère parce qu'elle insistait être des remèdes familiaux éprouvés. Le docteur Whitmore se trouva de plus en plus troublé par ce qu'il décrivit en privé comme une répétition impossible de symptômes sans précédent, notant dans son journal personnel que la famille Blackwood semblait souffrir d'une maladie inconnue qui défiait toute compréhension médicale conventionnelle. Elizabeth Blackwood mourut à l'aube du 8 novembre, exactement 24 heures après l'apparition des symptômes et précisément 3 semaines et 1 jour après la mort de son mari, laissant au docteur Whitmore le soin de consigner un autre décès par détresse gastrique aiguë d'origine inconnue. Le village de Thornwick, déjà troublé par la mort soudaine de Thomas, commença à murmurer des explications surnaturelles au malheur de la famille, certains suggérant que le domaine des Blackwood était tombé sous le coup d'une malédiction héréditaire, tandis que d'autres proposaient qu'un facteur environnemental détruisait systématiquement la famille de l'intérieur. Margaret, désormais orpheline à 16 ans et responsable de ses jeunes frères et sœurs, accepta les condoléances de la communauté avec la même contenance digne qu'elle avait montrée lors des 2 tragédies, assumant discrètement l'entière autorité sur la gestion du foyer, tandis que les voisins s'émerveillaient de sa force et de sa maturité face à une perte aussi accablante. Le 12 janvier 1868, exactement 2 mois et 4 jours après les funérailles d'Elizabeth Blackwood, James Blackwood, âgé de 14 ans, succomba à la même maladie inexplicable qui avait emporté ses 2 parents, un événement si statistiquement impossible qu'il força même les observateurs les plus sceptiques à se confronter à la troublante réalité que quelque chose de non naturel détruisait systématiquement la famille Blackwood. La maladie du garçon commença par le schéma désormais familier d'une légère gêne gastrique qui s'intensifia rapidement pour devenir les mêmes spasmes abdominaux et convulsions violents qui avaient caractérisé la mort de ses parents, des symptômes que le docteur Whitmore décrivit plus tard comme suivant
une réplique exacte des cas précédents, comme s'ils étaient orchestrés par une intelligence malveillante. La réaction de Margaret à l'état de son frère fit preuve des mêmes soins dévoués qui avaient marqué les soins qu'elle avait prodigués à Thomas et Élisabeth, préparant les mêmes remèdes à base de plantes, avec une attention méticuleuse aux détails, tout en maintenant le sang-froid serein que les voisins en étaient devenus à associer à son caractère exceptionnel en temps de crise. Mais ce qui avait été autrefois considéré comme la maturité et le dévouement extraordinaire de Margaret au bien-être familial commença à frapper certains observateurs comme quelque chose de bien plus troublant, en particulier compte tenu de l'impossibilité mathématique que 3 membres de la famille développent des symptômes identiques avec une telle précision chronologique. Le village de Thornwick, déjà troublé par la nature sans précédent des malheurs de la famille Blackwood, commença à engager des discussions de plus en plus sérieuses sur le schéma qui se dessinait sous leurs yeux. Plusieurs résidents, notant que Margaret était le seul membre de la famille à être resté constamment en bonne santé tout au long de l'épreuve. Le docteur Whitmore, se trouvant confronté à un 3e cas de symptômes identiques survenant au sein du même foyer, commença à remettre en question ses diagnostics précédents et consulta en privé des textes médicaux à la recherche de conditions héréditaires qui pourraient expliquer la destruction systématique de toute une lignée familiale. Durant les dernières heures de James, qui suivirent la même progression de 24 heures que celle de la mort de ses parents, Margaret maintint sa veillée avec la même efficacité clinique qu'elle avait démontrée lors des maladies précédentes, administrant des doses mesurées de ses remèdes spécialement préparés, tout en documentant ses symptômes avec une attention aux détails qui impressionna même le docteur Whitmore. Les conversations chuchotées qui avaient commencé à circuler dans les tavernes et sur les places de marché de Thornwick incluaient désormais les premières suggestions timides d'empoisonnement délibéré. Bien que ces théories fussent rapidement rejetées par la plupart des villageois, qui trouvaient inconcevable que la dévouée Margaret pût être autre chose que la victime la plus tragique de la famille. Le magistrat local, William Hartwell, qui avait assisté aux funérailles de James et observé le schéma croissant de décès au sein du foyer Blackwood, commença discrètement à faire des enquêtes informelles sur les circonstances entourant chaque décès, bien que son investigation restât discrète par respect pour le chagrin apparent de Margaret et la sympathie de la communauté pour son sort. James Blackwood mourut le 13 janvier 1868, laissant Margaret, âgée de 16 ans, comme seule gardienne de Mary, âgée de 12 ans, une responsabilité que la communauté considérait à la fois tragique et noble, bien qu'un nombre croissant d'observateurs commença à noter la coïncidence temporelle particulière qui avait laissé Margaret comme unique bénéficiaire et décisionnaire survivante de la famille. Le 18 février 1868, lorsque Mary Blackwood, âgée de 12 ans, commença à manifester les premiers signes indubitables de la même détresse gastrique qui avait emporté ses parents et son frère, le magistrat William Hartwell prit la décision sans précédent de faire appel au Dr Edmund Harrison du comté de York, un médecin dont l'expertise en matière de mort suspecte lui avait valu une réputation dans tout le nord de l'Angleterre pour son approche méthodique des mystères médicaux. Le moment de la maladie de Mary, survenant exactement 5 semaines après les funérailles de James, représentait une impossibilité mathématique qui ne pouvait plus être attribuée à la coïncidence, à une prédisposition héréditaire ou à des facteurs environnementaux, forçant même les observateurs les plus réticents à se confronter à la terrible possibilité que les décès de la famille Blackwood n'étaient pas des événements naturels. Le docteur Harrison arriva au domaine des Blackwood le 19 février pour trouver Mary au premier stade du syndrome désormais familier, souffrant de la douleur abdominale et des nausées caractéristiques qui avaient invariablement précédé les convulsions violentes et la mort des membres de sa famille. Mais contrairement à son prédécesseur, le docteur Whitmore,
Harrison mit immédiatement en œuvre un protocole d'observation systématique qui allait modifier fondamentalement la trajectoire de l'enquête. La première action décisive du médecin du comté fut d'établir une surveillance continue du foyer, se positionnant lui-même et un assistant de confiance pour observer chaque aspect des soins prodigués à Mary, tout en documentant méticuleusement le moment, la préparation et l'administration de tous les aliments, boissons et remèdes fournis à la patiente. La réaction de Margaret à cette surveillance accrue représenta le premier écart significatif par rapport à son sang-froid jusqu'alors inébranlable, se manifestant par une tension subtile mais perceptible que des observateurs expérimentés décrivirent plus tard comme le comportement de quelqu'un peu habitué à voir ses méthodes remises en question ou son autorité contestée. L'examen méthodique de la cuisine par le docteur Harrison révéla une vaste collection d'herbes séchées, de substances en poudre et de fioles non étiquetées que Margaret affirmait être des remèdes familiaux traditionnels, mais que le médecin trouva suspicieusement étendus pour les préparations médicales habituelles d'un foyer rural. Plus alarmante encore fut la découverte par Harrison de plusieurs récipients contenant des substances cristallines blanches que Margaret insistait être du sel et du sucre à des fins culinaires, bien que le médecin nota leur emplacement inhabituel dans des zones généralement réservées aux fournitures médicinales plutôt que culinaires. La percée la plus significative de l'enquête eut lieu lorsque le docteur Harrison prit la décision controversée de retirer temporairement Mary du foyer sous le prétexte de lui fournir des soins médicaux spécialisés à l'auberge du village. Une séparation qui entraîna une amélioration immédiate et spectaculaire de l'enfant quelques heures après son départ de la supervision directe de Margaret. Le rétablissement rapide de Mary, une fois isolée des soins de sa sœur, fournit au docteur Harrison l'épreuve dont il avait besoin pour demander formellement l'aide de la police du comté de York, bien qu'il continuât à maintenir la façade de traiter une maladie naturelle, tout en commençant secrètement le processus de préservation des preuves potentielles et de documentation des réponses de plus en plus agitées de Margaret aux questions sur ses préparations médicinales et ses méthodes de soins. L'enquête secrète que le docteur Harrison initia avec la police du comté de York à la fin de février 1868 allait finalement exposer l'un des cas les plus méthodiques et les plus froids de meurtre familial de l'histoire criminelle victorienne, révélant un schéma d'empoisonnement systématique mené avec une précision scientifique sous le couvert de soins familiaux dévoués. L'agent Robert Fielding, travaillant sous la direction de Harrison, commença à effectuer des fouilles discrètes du domaine des Blackwood, tandis que Margaret se croyait au-dessus de tout soupçon, se concentrant particulièrement sur les zones où elle entreposait sa vaste collection d'herbes médicinales et de remèdes domestiques. La percée eut lieu le 3 mars 1868, lorsque Fielding découvrit une petite pochette en cuir dissimulée sous des lattes de plancher desserrées dans la chambre de Margaret, contenant environ 2 onces de poudre d'arsenic blanc enveloppée dans un tissu huilé, ainsi qu'un journal détaillé documentant ce qui ne pouvait être décrit que comme des notes expérimentales sur le dosage, le moment et les effets progressifs de l'administration d'arsenic sur des sujets humains. Le journal, écrit de la main précise de Margaret, contenait des observations méticuleuses sur les réactions de chaque membre de la famille à ce qu'elle appelait cliniquement des « traitements », y compris des descriptions détaillées de la progression des symptômes, des intervalles de dosage optimaux et des améliorations de ces méthodes d'administration qui garantiraient que les effets du poison ressemblent à une maladie naturelle. Plus troublante encore était l'approche systématique de Margaret envers les meurtres, des entrées révélant qu'elle avait testé différentes concentrations d'arsenic dans la nourriture et les boissons de sa famille pendant des mois avant la mort de Thomas, calibrant soigneusement le dosage pour produire une souffrance maximale tout en maintenant l'apparence d'une maladie naturelle.
L'examen ultérieur de la cuisine par le docteur Harrison révéla que Margaret avait incorporé de l'arsenic dans ses bouillons, tisanes et remèdes médicinaux spécialement préparés. Utilisant sa position de gardienne de la famille pour s'assurer que chaque victime consomme des quantités mortelles de poison tout en croyant recevoir des traitements curatifs de leur fille et sœur dévouée. L'analyse par le médecin d'échantillons de cheveux et d'ongles conservés de Thomas, Elizabeth et James Blackwood confirma la présence de concentrations significatives d'arsenic, fournissant la preuve définitive que les 3 décès étaient le résultat d'un empoisonnement délibéré administré sur de longues périodes. Confronté à ces preuves, le 5 mars 1868, le sang-froid de Margaret se brisa enfin, révélant sous son masque de dévouement filial une intelligence calculatrice qui avait orchestré la destruction de sa famille avec la précision méthodique d'un philosophe naturel menant des expériences de laboratoire. L'arrestation de Margaret Blackwood provoqua une onde de choc dans le village de Thornwick, où les habitants luttèrent pour concilier l'image de la fille dévouée qu'ils avaient admirée avec la réalité d'une jeune femme qui avait systématiquement assassiné toute sa famille, tout en acceptant la sympathie et les éloges de leur communauté pour son dévouement exceptionnel à leurs soins, forçant la société victorienne à se confronter à des questions inconfortables sur la nature du mal et les masques qu'il pouvait porter. Le procès de Margaret Blackwood débuta à la cour de la couronne de York le 15 avril 1868, attirant des foules sans précédent de spectateurs venus de tout le Yorkshire pour assister à ce que les journaux de Londres décrivaient comme le cas de meurtre familial le plus odieux de mémoire d'homme. Présidé par le juge Sir Reginald Thornbury, dont la carrière judiciaire de 30 ans n'avait jamais rencontré une accusée dont les crimes défiaient les fondements mêmes de la compréhension morale victorienne. L'accusation, menée par le procureur de la couronne Charles Pemberton, présenta méthodiquement des preuves qui dressaient le portrait d'un mal calculé déguisé en vertu domestique, en commençant par la chronologie du docteur Harrison documentant les intervalles précis entre chaque décès et l'impossibilité mathématique que des schémas de symptômes aussi constants se produisent naturellement au sein d'un seul foyer. La Cour entendit des témoignages concernant la découverte d'arsenic en possession de Margaret, son journal détaillé relatant les dosages expérimentaux et l'analyse médico-légale des restes de ses victimes. Des preuves si complètes et accablantes que même l'avocat commis d'office de Margaret, Samuel Morrison, reconnut en privé le désespoir de monter toute contestation significative contre le dossier de l'accusation. Le plus glaçant fut peut-être la présentation des propres écrits de Margaret, lus à haute voix devant une salle d'audience horrifiée, alors qu'elle restait assise, immobile, dans le box des accusés, ses yeux bleu pâle, ne manifestant aucune émotion, tandis que le juge récitait ses observations cliniques sur les souffrances de sa famille, y compris sa note selon laquelle les convulsions de père ont duré précisément 14 minutes de plus que prévu, ce qui suggère que les calculs de dosage précédents étaient conservateurs. Le moment le plus dramatique du procès eut lieu le 20 avril, lorsque Margaret, contre l'avis désespéré de son avocat, se leva pour s'adresser directement à la cour, livrant ce que les observateurs de l'époque décrivirent comme la confession la plus troublante de l'histoire juridique, prononcée avec la même précision calme qu'elle avait autrefois appliquée à ses tâches ménagères. L'explication de Margaret pour ses actes révéla un esprit qui avait calculé la valeur de sa famille uniquement en termes des obstacles qu'il représentait pour sa liberté et son indépendance financière, décrivant ses parents et ses frères et sœurs non pas comme des membres de famille bien-aimés, mais comme des entraves à mon héritage naturel et à mon autonomie légitime, livrés avec une froideur si factuelle que plusieurs spectateurs fuirent de la salle d'audience. Plus troublant encore fut sa révélation
qu'elle avait tiré une véritable satisfaction du processus d'empoisonnement de sa famille, décrivant l'expérience comme intellectuellement stimulante et exprimant sa fierté de sa capacité à maintenir la façade de fille dévouée tout en détruisant systématiquement ceux qui lui faisaient le plus confiance. Le juge Thornbury, visiblement secoué par la confession de Margaret, prononça la peine de mort d'une voix tremblante, déclarant que les crimes de la prisonnière représentent une atteinte non seulement à sa malheureuse famille, mais au concept même de décence humaine et d'affection naturelle qui lie la société civilisée. La réaction du public à la condamnation et à la sentence de Margaret refléta l'horreur profonde de l'Angleterre victorienne face au mal sous une forme aussi inattendue. Les journaux de tout l'Empire luttant pour comprendre comment une jeune fille de 16 ans pouvait commettre des meurtres qui défiaient toutes les suppositions sur la nature féminine, la loyauté familiale et les liens fondamentaux qui étaient censés régir les relations humaines. L'examen psychologique de Margaret Blackwood, après sa condamnation, représenta l'une des premières tentatives de la science médicale victorienne pour comprendre l'esprit de ce qui serait plus tard classé comme une tueuse psychopathe, des aliénistes et des anthropologues criminels de premier plan se rendant à la prison de York pour étudier un cas qui défiait toutes les théories existantes sur le comportement criminel et la folie morale. Le docteur Henry Maudsley, la plus grande autorité britannique en matière de maladies mentales, passa d'innombrables heures à interroger Margaret dans les semaines précédant son exécution, documentant ce qu'il décrivit comme une absence totale d'émotions humaines naturelles combinée à une capacité intellectuelle qui frise l'extraordinaire, notant sa capacité à discuter de ses crimes avec le même détachement clinique qu'elle pourrait appliquer à la description d'une expérience scientifique. Plus troublant encore pour les experts médicaux fut l'incapacité apparente de Margaret à comprendre pourquoi ces actes étaient considérés comme moralement répréhensibles, affichant ce que le docteur James Crichton Browne qualifia de « imbécilité morale de la plus profonde variété », caractérisée par une parfaite compréhension des conséquences physiques de ces actes, combinée à une cécité totale quant à leurs implications éthiques. Au cours de ces entretiens, Margaret fournit des descriptions effroyablement factuelles de sa méthodologie, expliquant qu'elle avait choisi l'arsenic parce que il produit des symptômes que les médecins attribuent facilement à des causes naturelles, et décrivant sa décision d'espacer les meurtres sur plusieurs mois comme nécessaire pour éviter les soupçons tout en maximisant les avantages de l'héritage. Le domaine naissant de l'anthropologie criminelle, lancé par des chercheurs comme Cesare Lombroso, trouva dans le cas de Margaret un sujet qui semblait incarner leur théorie sur l'existence de criminels nés, des individus dont la nature fondamentale les prédisposait à un comportement antisocial indépendamment des facteurs environnementaux ou de l'éducation morale. La comparaison par le docteur Maudsley du cas de Margaret à d'autres cas documentés d'empoisonnement familial, y compris la tristement célèbre affaire Marie Lafarge en France et le récent procès de Madeleine Smith en Écosse, révéla des similitudes troublantes dans les profils psychologiques des auteurs, en particulier leur capacité à maintenir des façades de dévouement tout en détruisant systématiquement leurs proches. Ce qui s'avéra le plus troublant pour les autorités médicales victoriennes fut le manque total de remords ou de troubles émotionnels de Margaret lorsqu'elle discutait de ses victimes, décrivant la mort de ses parents avec le même ton qu'elle aurait pu utiliser pour parler de la météo, et exprimant une légère irritation que ces expériences aient été interrompues avant qu'elle ne puisse achever ce qu'elle appelait l'étude complète. Le cas força la société victorienne à se confronter à des questions inconfortables sur la nature du mal lui-même, les principales autorités médicales débattant de savoir si Margaret représentait une aberration du développement humain, le produit d'une tare héréditaire inconnue, ou simplement la manifestation extrême de l'égoïsme
et du calcul qui existait potentiellement en chaque individu. Ces enquêtes sur la constitution psychologique de Margaret influenceraient le développement de la psychologie criminelle pendant des décennies, établissant des précédents pour l'étude scientifique du comportement criminel tout en soulevant des questions sur la responsabilité morale, la capacité mentale et la nature fondamentale de la conscience humaine qui continuent de défier notre compréhension du comportement criminel à ce jour. Margaret Blackwood fut exécutée par pendaison à la prison de York le 18 mai 1868 à 8 heures précises du matin, devenant l'une des plus jeunes personnes jamais exécutées pour meurtre en série dans l'histoire juridique britannique. Son corps fut ensuite enterré dans une tombe anonyme dans l'enceinte de la prison, conformément à la pratique standard pour les criminels condamnés, garantissant qu'aucun monument ne commémorerait jamais son existence ni ne fournirait un point de mire à la curiosité morbide. L'impact immédiat de l'affaire sur la psychologie criminelle et la médecine légale victorienne s'avéra révolutionnaire. Établissant de nouveaux protocoles pour enquêter sur les morts suspectes au sein des familles et modifiant fondamentalement la manière dont les autorités médicales abordaient les cas impliquant plusieurs décès dans un même foyer, la documentation méthodique des preuves par le Dr Harrison devenant un modèle pour l'enquête médico-légale qui influença la procédure pénale dans tout l'Empire britannique. L'approche systématique du meurtre par Margaret, combinée à sa capacité à maintenir une façade de dévouement tout en commettant ses crimes, força la science médicale victorienne à se confronter à la réalité que le mal pouvait se manifester sous des formes qui défiaient toute compréhension contemporaine du comportement criminel, conduisant au développement de nouvelles catégories de maladies mentales et à l'émergence de l'anthropologie criminelle comme un domaine légitime d'investigation scientifique. Les psychologues criminels modernes qui étudient le cas de Margaret Blackwood l'ont identifié comme l'un des plus anciens exemples documentés de l'histoire de ce qui serait plus tard classé comme une tueuse en série psychopathe, notant son approche méthodique, son manque d'empathie et sa capacité à manipuler les attentes sociales concernant le comportement féminin pour éviter d'être détectée, des caractéristiques qui correspondent parfaitement à la compréhension contemporaine du trouble de la personnalité antisociale et du comportement prédateur. L'affaire continue de laisser les chercheurs perplexes car les crimes de Margaret se sont produits à une époque où les femmes étaient considérées comme intrinsèquement incapables d'une telle violence calculée, forçant les analystes modernes à examiner comment les présupposés de la société sur les rôles de genre et la dynamique familiale lui ont permis d'opérer sans être détecté pendant des mois, tout en détruisant systématiquement toute sa famille. Plus troublant encore pour les psychologues criminels contemporains est la prise de conscience que la jeunesse de Margaret et sa normalité apparente avant ses crimes suggèrent que la capacité à un tel mal calculé peut émerger sans signes avant-coureurs évidents ni déclencheurs traumatiques. Remettant en question les hypothèses fondamentales sur le développement du comportement criminel et l'efficacité des stratégies d'intervention précoce. Les questions sans réponse entourant le cas de Margaret continuent de hanter les enquêteurs et les chercheurs en psychologie plus de 150 ans après son exécution, en particulier concernant les origines précises de ces tendances psychopathiques et si des facteurs environnementaux auraient pu contribuer au développement de ces pulsions meurtrières, des questions qui restent pertinentes pour les efforts modernes visant à comprendre et à prévenir des crimes similaires. Le cas de Margaret Blackwood a établi des principes fondamentaux pour l'étude du meurtre familial qui continue d'influencer la psychologie criminelle aujourd'hui, démontrant comment les auteurs peuvent exploiter des positions de confiance et de soin pour commettre des crimes tout en évitant les soupçons, des schémas que les enquêteurs modernes reconnaissent dans les cas contemporains d'annihilation familiale et de meurtres en série au sein de contextes domestiques, assurant que l'héritage de Margaret continue d'éclairer notre compréhension des possibilités les plus sombres de l'humanité.